Hello Challenger, how are you doing? Moi ça va grâce à Dieu et nous sommes de retour dans notre série de lecture du livre de Gary Chapman et de Jennifer Thomas dénommé Les langages de la réconciliation. Nous sommes au deuxième langage, au deuxième chapitre, reconnaître sa responsabilité. Si c'est votre première fois de nous prendre en cours, je vous souhaite les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Moi, c'est Souveraine et c'est avec joie que je vous lis cet ouvrage. Prions, Père, te bénissons, merci pour ce moment. Enseigne-nous, permets que nous puissions mettre en pratique ces paroles et pouvoir comprendre le langage de réconciliation. Pour nous et pour ceux qui sont autour de nous. Au nom de Jésus, Amen. En tant que patron, Laurent demeurait habituellement calme, mais ce jour-là, il perdit patience. Il s'adressa à l'un de ses employés avec dureté. Ses propos étaient justes et ses reproches nécessaires, mais il s'était exprimé avec colère et ses paroles avaient été mordantes. Il s'en est voulu par la suite, mais s'est dit, ce que j'ai dit était vrai et ce gars a besoin de se secouer un peu. Il faut qu'il sache que je ne me laisse pas faire. Marie-Odile avait du mal à se souvenir de ses rendez-vous, en particulier de ceux qui tombaient le week-end, car elle consultait rarement son agenda ces jours-là. C'est pourquoi, une fois de plus, elle est arrivée au bon milieu d'une réunion de voisinage. Elle a alors passé en revue toute une série de raisons pouvant expliquer pourquoi elle s'était trompée d'heure. En tête de liste se trouvait son récent retour de voyage. Elle ne savait pas quel jour et encore moins quelle heure il était. Pendant ce temps, les autres participants à la réunion attendaient qu'elle leur présente les excuses qu'elle leur devait pour ce nouveau retard. Le jeune Samuel suivait un traitement médical qui le faisait souffrir. Sa mère tournait autour de lui, essayant de l'installer confortablement et insistant pour qu'il avale son médicament contre la douleur. Il eut alors la mauvaise idée de lui donner un coup pour l'éloigner, bien qu'elle n'ait rien fait de mal. Il savait que son geste était méchant et humiliant, mais il se disait, les médicaments peuvent pousser n'importe qui à faire n'importe quoi. Maman peut comprendre ça. 3 scénarios différents, des paroles dures, un retard, un geste brutal. Laurent, Marie-Odile et Samuel ont tous ressenti une pointe de culpabilité. Ils ont cependant pensé que leur action, puisqu'elle était justifiée, n'entraînait nullement la nécessité pour eux de s'excuser. Ce genre de comportement contribue à briser des relations. De simples excuses auraient pu tout changer, mais cela implique de reconnaître que l'on a eu tort. Pourquoi est-il difficile pour certains d'entre nous de dire « c'est ma faute » ? Bien souvent, notre réticence à admettre nos torts est liée à l'idée que nous faisons de notre propre valeur. Reconnaître que l'on est fourvoyé est perçu comme une faiblesse. Nous nous disons peut-être seuls les perdants se confessent. Les gens intelligents essaient de montrer que leur action était justifiée. Cette tendance à se justifier remonte souvent à l'enfance. Quand pour des fautes mineures, un enfant est puni, condamné ou humilié à l'excès, il se dévalorise à ses propres yeux. Inconscient, il établit un lien entre son mauvais comportement et le sentiment de dépréciation qui le suit. Par conséquent, admettre que l'on a tort revient pour lui à être mauvais. L'enfant qui grandit avec ce schéma éprouvera des difficultés lorsqu'il sera adulte car il aura le sentiment de porter ainsi atteinte à son amour-propre. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant qu'adulte, nous pouvons comprendre ces schémas émotionnels négatifs et ne plus en être les prisonniers. La vérité, c'est que nous fautons tous. Personne n'est parfait. Cependant, les adultes matures apprendront à briser les habitudes nuisibles de l'enfance et à accepter la responsabilité de leurs propres fautes. Quant aux adultes immatures, ils ne cesseront jamais de chercher à justifier leur comportement négatif. Sous-thème, ça n'est pas de ma faute.
Cette forme de dédouanement s'accompagne souvent de reproches adressés aux autres. Même si nous admettons que ce que nous avons fait ou dit n'était pas ce qu'ils avaient de mieux, nous estimons que notre conduite a été provoquée par les actes irresponsables d'autrui. Aussi blâmons-nous la personne offensée et trouvons-nous difficile de reconnaître que nous avons eu tort. Il s'agit là aussi d'un signe d'immaturité. Les enfants, par nature, reprochent aux autres leur propre comportement négatif. Je me souviens d'un jour où mon fils, alors âgé de 6 ans, s'est exclamé après avoir fait tomber de la table un verre qui s'est brisé. Ça s'est fait tout seul. Aujourd'hui encore, ma femme et moi disons pour rire lorsque l'un de nous a commis un acte irresponsable, ça s'est fait tout seul. Nous savons l'un comme l'autre que nous plaisantons, mais c'est tellement agréable de blâmer un ça plutôt que moi. Les adultes matures apprennent à se reconnaître responsables de leur conduite, tandis que les adultes immatures continuent de raconter les fables enfantines et ont tendance à reprocher aux autres leurs propres erreurs. Accepter sa responsabilité, c'est essentiellement se montrer disposé à admettre que l'on a eu tort. Je suis d'accord avec le docteur Spencer Johnson lorsqu'il dit « Presque rien n'est plus puissant qu'avoir le bon sens, la sagesse et la force d'admettre que l'on a fait une erreur et d'arranger les choses. » Rien n'est plus puissant. Apprendre à dire « j'ai eu tort » constitue un pas important vers la condition d'adulte responsable et heureux. Sous-thème, les excuses d'Oprah. Oprah Winfrey, une présentatrice vedette aux États-Unis, a surpris son public lorsque, le 26 janvier 2006, elle a commencé son émission télévisée par ces mots « J'ai commis une erreur ». Elle s'excusait d'avoir défendu James Frey, un auteur qui avait romancé une partie de ses mémoires intitulées « A Million Little Pieces », 1 million de petits morceaux. Depuis que l'on savait qu'il avait déformé ses faits et trompé ses lecteurs, l'animatrice s'était aliénée beaucoup de ses partisans, ainsi que des critiques littéraires qui trouvaient inexcusable la distorsion de la vérité dans une œuvre non romanesque. Oprah Winfrey a poursuivi ainsi en défendant M. Frey. J'ai donné l'impression que la vérité ne comptait pas. J'en suis profondément désolée car ce n'est pas ce que je crois. Ces excuses comprenaient le premier langage d'excuses, exprimer des regrets, ainsi que le second, reconnaître sa responsabilité. En se reconnaissant responsable de ses actions, la présentatrice a reconquis le respect d'un grand nombre de personnes qui avaient été choquées. L'éditeur qui a découvert le premier certaines des incohérences du livre a déclaré à propos des excuses d'Oprah que quelqu'un comme elle reconnaît avoir fait une pareille erreur est tout à son honneur. Nous n'avons pas souvent l'occasion de voir une personne de son envergure admettre une erreur majeure et s'excuser auprès de son public. Les excuses d'Oprah Winfrey nous rappellent que même les gens riches et célèbres doivent accepter la responsabilité de leurs actes et exprimer des regrets. Sous-thème, apprendre à reconnaître ses erreurs. En disant « j'ai commis une erreur », Oprah Winfrey admettait avoir eu tort. Pour beaucoup de gens, c'est cette petite phrase « j'ai eu tort » qui prouve la sincérité d'une excuse. Sans ces mots, ou un équivalent indiquant que la personne endosse la responsabilité de la mauvaise conduite, ils n'ont pas le sentiment d'avoir entendu le fautif s'excuser sincèrement. Vous devez comprendre cette réalité si vous souhaitez que votre comportement soit pardonné. Peu importe que vous soyez une star du petit écran ou un étudiant vivant en colocation, vous devez apprendre à reconnaître vos erreurs.
Delphine et Antoine étaient mariés depuis 5 ans lorsqu'ils se sont retrouvés pour la première fois dans mon bureau. Financièrement, tout allait bien pour eux. Antoine avait décroché un bon poste à la fin de ses études. Delphine avait travaillé à plein temps pendant les 2 premières années de leur mariage. Avant l'arrivée du bébé, les parents des 2 époux vivaient dans la même ville qu'eux et jouaient volontiers les babysitters. Antoine et Delphine pouvaient donc passer beaucoup de temps libre ensemble. Delphine me présenta ainsi la situation. Vraiment, notre vie est merveilleuse. Le seul problème, c'est qu'Antoine n'est jamais disposé à s'excuser. Quand il se met en colère parce que les choses ne se passent pas comme il le voudrait, il crie après moi. Au lieu de s'excuser, il me reproche de l'avoir rendu furieux. Même les rares fois où il a dit « je suis désolé », il a ajouté « mais si tu ne m'avais pas provoqué, je ne me serais pas mis en colère ». Il justifie son comportement en rejetant la faute sur moi. C'est comme si lui-même était incapable d'une mauvaise action. Il faut toujours qu'il me rende responsable. Je sais que je ne suis pas une épouse parfaite, mais lorsque j'ai tort, je suis disposée à l'admettre. Ce n'est jamais le cas pour Antoine. Je me suis tournée vers Antoine, qui a alors déclaré « Je ne pense pas qu'il soit juste de s'excuser pour quelque chose qui n'est pas de sa faute. Je me mets en colère, mais c'est parce qu'elle me critique et me donne le sentiment d'être un mauvais père. Je passe autant de temps que possible avec notre fils, mais semaine après semaine, elle me harcèle avec des remarques du genre « Ton fils ne va pas apprendre à te connaître si tu ne passes pas plus de temps avec lui. Je dois travailler dur dans mon entreprise et quand je rentre à la maison, je suis fatiguée. Il me faut du temps pour me détendre. Je ne peux pas arpenter la maison pendant 2 heures en jouant avec Nathan. » Je ne t'ai jamais demandé d'y consacrer 2 heures, répliqua Delphine. Un quart d'heure serait déjà un bon début. C'est de ça que je parle, reprit Antoine. Si je passais un quart d'heure à jouer, je peux vous garantir qu'elle demanderait 25 minutes la semaine suivante. Quoi que je fasse, ça ne lui plaît pas. Il me paraissait évident que les remarques de Delphine piquaient Antoine dans son amour-propre. Il voulait être un bon père et les commentaires de sa femme lui laissaient entendre qu'il était nul. Il refusait cette conclusion et exprimait sa souffrance à sa manière, c'est-à-dire par des cris de colère. En fait, Delphine et Antoine avaient tous les 2 besoin de s'excuser. Le problème était que ni l'un ni l'autre ne pensaient avoir fait quelque chose de répréhensible. Quand la souffrance et la colère ont brisé une relation, des excuses s'imposent toujours. Dans le cas évoqué, l'un et l'autre se sentaient blessés et en colère. Lui souffrait du message de condamnation qu'il entendait de la bouche de Delphine. Elle souffrait des paroles qu'Antoine hurlait à son intention. Aucun des 2 ne blessait l'autre intentionnellement. Cependant, tous les 2 étaient coupables de traiter l'autre d'une manière désagréable. À la fin de notre première séance, j'ai demandé si je pouvais revoir Antoine la semaine suivante, seul. Je verrai Delphine la semaine d'après, seule également. Ensuite, à la 4e séance, nous serions à nouveau tous les 3. Ils acceptèrent. J'ai senti que leur seule satisfaction à la fin de cette rencontre avait été de partager leurs problèmes avec un tiers, avec l'espoir que peut-être quelques semaines plus tard, une solution serait trouvée. Sous-thème, les raisons d'Antoine. Au cours de ma séance avec Antoine, il ne me fallut pas longtemps pour découvrir pourquoi les remarques de Delphine provoquaient une réaction aussi négative en lui. Il avait grandi dans un foyer où le père était régulièrement absent. Celui-ci quittait généralement la maison le dimanche soir pour ne rentrer que le vendredi après-midi. Il passait le week-end à jouer au golf et ou à regarder des épreuves sportives. Antoine avait joué au golf avec lui à quelques occasions lorsqu'il était au lycée et il avait regardé de temps en temps un match de football ensemble.
Puis ils étaient partis à l'université avec le sentiment de ne pas vraiment connaître son père. Il avait fait le serment que cela n'arriverait jamais à son enfant si un jour il en avait un. Il trouvait le moyen de créer un lien avec son fils pour que celui-ci se sache aimer. À cause de ce profond désir d'être un père accompli, Antoine éprouvait une grande souffrance lorsqu'il entendait des reproches de Delphine. Sa façon de réagir avec fureur se calquait sur l'attitude de sa mère qui avait l'habitude de crier des invectives à l'adresse de son père. Antoine s'associait à sa douleur et pensait qu'elle avait raison de traiter ainsi son époux. Il ne blâmait jamais sa mère, mais il s'était souvent demandé pourquoi elle tolérait le comportement de son père. À présent qu'il était adulte, il estimait avoir le droit de parler à sa femme avec dureté, ou même de crier contre elle. Puisqu'il avait raison, il n'éprouvait donc aucun besoin de s'excuser. J'ai essayé d'aider Antoine à comprendre que son comportement expliquait par l'exemple de ses parents, mais qu'il ne s'agissait pas forcément d'un modèle sain. Il reconnut aussitôt que son père et sa mère n'avaient pas la relation aimante, affectueuse et solidaire que lui-même recherchait. J'ai tenté de lui montrer qu'aussi longtemps qu'il suivrait leur exemple, sa quête demeurerait vaine et que son attitude le conduirait à détruire son souhait le plus cher, vivre un mariage à l'intimité heureuse. Sous-thème, l'approche. Accord, pas d'accord. Je lui ai proposé une nouvelle approche. Une approche qui a permis à de nombreux couples de réussir leur vie dans ce monde de défaillance humaine. Je l'ai appelé d'accord, pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait que j'ai le droit de me sentir blessé, en colère, déçu, frustré, etc. Je ne choisis pas mes sentiments. Je les vis, c'est tout. En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle, à cause d'eux, j'ai le droit de blesser les autres par mes paroles ou mon comportement. Faire mal à mon conjoint parce qu'il m'a fait mal revient à déclarer la guerre. Une guerre sans vainqueur. C'est pourquoi je chercherai à exprimer mes émotions d'une manière qui ne sera pas blessante pour mon conjoint, mais qui rendra notre réconciliation possible. Antoine et moi avons travaillé ensemble afin de produire une déclaration qu'il pourrait prononcer et qui remplirait cet objectif. Voici ce que nous avons obtenu. Chérie, je t'aime très fort et j'aime très fort Nathan. Je veux plus que tout être un bon mari et un bon père. Je veux plus que tout être un bon mari et un bon père. Je le veux peut-être d'autant plus que je n'ai pas tissé de lien étroit avec mon père et que j'ai vu mes parents se quereller en permanence. C'est pourquoi je désire partager avec toi quelque chose qui me fait profondément souffrir et te demander de m'aider à trouver une solution. Quand hier soir tu m'as dit si tu ne passes pas plus de temps avec Nathan, il va grandir sans savoir qui tu es, j'ai beaucoup souffert. Je suis allée dans mon bureau et j'ai pleuré, car rien ne me paraîtrait pire que la situation que tu as décrite. Serais-tu prête à m'aider à m'organiser afin que je puisse passer réellement plus de temps avec Nathan, tout en continuant à travailler et à faire face à nos besoins financiers? Selon moi, Delphine allait réagir positivement à une telle déclaration et c'est ce que j'ai dit à Antoine. Il était d'accord. J'ajoutais: je travaille depuis suffisamment longtemps avec des gens pour savoir que le simple fait d'avoir un nouveau projet ne met pas forcément fin aux vieilles habitudes. Il y a de grandes chances pour que dans les semaines à venir, vous repreniez votre ancien comportement et que vous vous adressiez avec colère à Delphine lorsqu'elle vous aura fait une remarque. Ce n'est pas ce que vous souhaitez, mais vous le ferez quand même avant de vous en apercevoir. C'est à ce moment-là que des excuses s'avéreront nécessaires. Je pense que vous serez d'accord pour dire que crier après votre femme n'a rien de gentil, d'affectueux, de tendre ou de positif. Antoine hocha la tête. Par conséquent, c'est mal. Parler en hurlant ne contribue pas à la réussite du mariage.
Antoine approuva à nouveau d'un signe de tête. C'est pourquoi je veux que vous appreniez ces phrases. Hier soir, je me suis mis en colère, j'ai crié après toi et j'ai prononcé des paroles méchantes. J'ai eu tort d'agir ainsi, ça n'était ni tendre, ni affectueux, ni gentil. Je sais que je t'ai fait très mal et j'en suis désolée, car je ne veux pas te blesser et je voudrais te demander de me pardonner. Je sais que j'ai eu tort. Antoine nota ce petit texte. Ce fut une séance chargée, mais je sentais qu'Antoine était disposé à changer. Sous-thème, pardonner le défi de Delphine. Pardonner 2 points, le défi de Delphine. Ma séance avec Delphine fut plus difficile. Elle souhaitait voir son mariage s'améliorer, mais il lui paraissait presque impossible de comprendre comment un homme pouvait se déchaîner contre sa femme s'il l'aimait vraiment. Pour elle, ces 2 attitudes étaient incompatibles. Elle en était donc venue à mettre en doute l'amour qu'Antoine lui portait. Je lui ai expliqué que je saisissais parfaitement son point de vue, mais j'ai essayé de l'aider à comprendre que nous aimions tous de façon imparfaite. Il est vrai que l'amour parfait ne blesserait jamais la personne aimée, mais chacun de nous n'en est capable. Pour une raison simple, nous sommes imparfaits. C'est pourquoi nous devons apprendre à confesser nos torts à la personne que nous avons offensée. Ce n'est pas la perfection qui fait la réussite du mariage, mais la volonté de reconnaître ses erreurs et de rechercher le pardon. Je voyais que Delphine était d'accord en théorie avec ce que je disais, mais la souffrance qu'elle avait ressentie en entendant les paroles violentes d'Antoine ne lui permettait pas de lui pardonner facilement, en particulier parce qu'il ne s'excusait jamais. Dit-elle, j'ai reconnu avec elle que l'excuse faisait partie intégrante du pardon et de la réconciliation. Je lui ai demandé ce qu'elle espérait entendre dans les excuses authentiques. Elle répondit, je veux qu'elle soit sincère, déclara-t-elle. Je ne veux pas qu'il se contente de me dire je suis désolée que tu aies été blessée. Je veux qu'il reconnaisse avoir mal agi. Ça fait tellement mal. Comment peut-il tourner les talons sans jamais s'excuser? Comment peut-il ne pas se rendre compte à quel point il est mal de crier après quelqu'un? Pendant la demi-heure qui a suivi, Delphine et moi avons discuté du lien entre la souffrance et l'amour-propre. J'ai essayé de lui expliquer la dynamique émotionnelle de la famille d'Antoine et pourquoi ses remarques sur le fait de ne pas être un bon père le blessaient si profondément. Elle avait peut-être l'impression d'être dans le vrai, mais ses paroles explosaient comme une bombe dans l'âme de son mari. La réaction naturelle d'Antoine était de riposter, comme il avait si souvent vu sa mère le faire. Mais peut-il changer en ayant grandi avec cet exemple? Elle me demanda-t-elle. C'est ce qu'il a de meilleur avec l'être humain, répondis-je. Nous sommes capables de changer. Je crois qu'Antoine est sincère et qu'il commence à se connaître mieux. Je crois également que vous verrez des changements significatifs à l'avenir. Je l'espère, répliqua Delphine. Je l'aime tant et je veux que notre mariage soit réussi. Nous avons de vrais problèmes, je le sais. J'espère simplement qu'il n'est pas trop tard. Nous avons terminé notre séance en discutant de la façon dont Delphine pourrait exprimer d'une manière positive son souci de voir Antoine passer du temps avec Nathan sans que l'amour-propre de son mari en souffre. Je lui ai suggéré d'adresser des propositions concrètes à Antoine et non les exigences ordinaires pleines d'accusations blessantes. Nous avons donc établi une liste de requêtes. En voici un extrait. 1. Tu ne voudras pas faire un jeu de société avec Nathan pendant que je finis de préparer le repas. 2. Pourrions-nous aller nous promener tous les 3 après le dîner? 3. Ça t'ennuierait de faire prendre un bain à Nathan, son bain à Nathan ce soir?
4. Pourrais-tu jouer quelques minutes avec Nathan dans le bac à sable ce soir après le dîner pendant que je fais la vaisselle? Je pouvais voir que Delphine avait compris qu'il ne se servira à rien d'adresser des récriminations d'ordre général. Jamais plus qu'une requête par semaine, d'accord? Lui ai-je recommandé. Et quand il fait quelque chose avec Nathan, manifestez toujours votre approbation. Dites-lui combien vous êtes fier de le voir remplir si bien son rôle de père. Dites-lui à quel point vous appréciez qu'il joue avec votre fils pendant que vous terminez de préparer le repas. Veillez à ce que rien n'échappe à votre attention ou à votre appréciation. Puisqu'Antoine veut désespérément être un bon père, vous participez à la construction de l'opinion qu'il a de lui-même. Lorsque vous approuvez ses actes et vous créez un climat positif entre vous deux. Apprendre à réagir d'une façon nouvelle. Les 4 séances suivantes avec Antoine et Delphine furent tout aussi productives que les 3 premières. C'était passionnant de les voir se découvrir sur un nouveau jour, identifier les habitudes émotionnelles passées et développer de nouvelles façons de réagir l'un envers l'autre. Antoine a appris à dire « j'ai eu tort » quand il lui arrivait de parler durement à Delphine. Elle a aussi appris à dire « j'ai eu tort et je suis désolée de t'avoir blessé » quand il lui arrivait de déraper et d'émettre un commentaire négatif sur ses compétences de père. Au cours de nos séances, il est devenu évident que le langage d'excuse principal d'Antoine était l'expression du regret. Quant à Delphine, je suis désolée, il était prêt à lui pardonner. Quand Delphine disait « je suis désolée », il était prêt à lui pardonner. En revanche, le premier langage de Delphine était celui de la reconnaissance de sa responsabilité. Elle voulait ressentir qu'Antoine se savait fautif d'avoir prononcé des paroles dures. Leur mariage fit un bond géant lorsqu'il apprit à exprimer de véritables regrets et qu'il apprit à accepter la responsabilité de son mauvais comportement et lorsqu'il sut comment traduire cela en paroles. Sous-thème, le pouvoir du deuxième langage d'excuses. Pour de nombreuses personnes, l'élément le plus important des excuses est l'aveu par le fautif de sa mauvaise conduite. Ainsi, Linda m'a dit « Mon mari n'admet jamais qu'il a fait quelque chose de mal. Il le balaie sous le tapis et ne veut plus en parler. Si je soulève à nouveau le problème, il répond « Je ne sais pas ce que j'ai fait. » Pourquoi n'arrives-tu pas à oublier tout simplement? S'il pouvait admettre que c'était mal, je serais disposée à lui pardonner. Mais quand il agit comme s'il n'avait rien à se reprocher, j'ai énormément de peine à oublier. Tandis que les larmes lui montaient aux yeux, elle ajouta « J'aimerais tellement l'entendre dire, ne serait-ce qu'une fois, j'ai eu tort. » Sandrine a 27 ans. Elle a grandi en entendant son père lui dire que personne sage accepte volontairement la responsabilité de ses erreurs. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit. Nous commettons tous des erreurs, mais la seule qui t'anéantit est celle que tu ne seras pas disposé à admettre. Waouh, nous commettons tous des erreurs, mais la seule qui t'anéantit est celle que tu ne seras pas disposé à admettre. Je me souviens de ce qui se produisait quand j'étais jeune, lorsque j'avais désobéi aux règles. Mon père me regardait et demandait « Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire ?» Il souriait et je répondais « J'ai fait une erreur, j'ai eu tort. Tu veux bien me pardonner ?» Il me serrait contre lui et disait « Je te pardonne. » Admettre mes erreurs fait partie de moi-même et je dois cela à mon père. Il y a 5 ans, Sandrine a épousé Olivier, qu'elle décrit comme l'homme le plus honnête qu'elle ait jamais rencontré. Elle ajoute « Je ne veux pas dire qu'il est parfait, je dis qu'il est toujours prêt à reconnaître ses fautes. J'imagine que c'est la raison pour laquelle je l'aime autant. Il est toujours disposé à dire « J'ai commis une erreur, j'ai eu tort, acceptes-tu de me pardonner ?» J'aime qu'une personne soit prête à endosser la responsabilité de ses fautes. À l'évidence, le premier langage d'excuse de Sandrine est la reconnaissance de sa responsabilité.
Michael, un célibataire de 24 ans, n'a jamais entendu son père lui présenter des excuses, pas plus qu'à sa mère. À 18 ans, il a quitté la maison et n'y a jamais remis les pieds. J'avais le sentiment que mon père était un hypocrite, a-t-il expliqué. Même si à l'extérieur, il avait la réputation d'un homme qui a réussi, je suppose que c'est pour cela que j'ai toujours été prompte à m'excuser et à admettre mes fautes. Je veux entretenir des relations vraies et je sais que ça n'est possible que si je suis prêt à reconnaître mes torts. Lionel et Isabelle sont mariés depuis 25 ans. Ce que Lionel recherche dans des excuses, c'est que l'autre avoue son erreur. Il y a quelques années, dit-il, l'un des oncles d'Isabelle nous a fait une donation. Je pensais que l'argent devait être utilisé pour notre famille, mais elle estimait que c'était un cadeau et qu'il pouvait être utilisé à sa guise. L'argent a disparu en un rien de temps et je me suis mis à éprouver du ressentiment envers elle. Je ne lui ai jamais parlé durement, mais je lui ai dit ce que son attitude avait suscité en moi. Un jour, Isabelle lui a présenté des excuses. Je me rends compte que la façon dont j'ai géré la donation d'oncle Henri n'était pas correcte. J'aurais dû te consulter et te permettre de décider avec moi de la manière d'utiliser ces fonds. Je me suis montré très égoïste et je m'aperçois que notre relation en est partie. Je m'en veux d'avoir agi ainsi. Je sais que j'ai eu tort. Comment a réagi Lionel, demanderez-vous? J'ai accepté ses excuses et je lui ai pardonné. Il n'était plus possible de faire marche arrière. L'argent avait été dépensé et il était temps de parler du présent et non du passé. Je lui ai dit que je l'aimais et que je ne lui en garderais pas rancune. Nous avons pleuré dans les bras l'un de l'autre. Cette période nous a permis de reconstruire la relation. Elle m'a raconté par la suite qu'elle avait craint que je sois furieux et que je lui en veuille toujours pour toujours, ajouta Lionel. Mais pourquoi aurais-je dû agir ainsi alors qu'elle s'était sincèrement excusée? Pour Lionel et pour de nombreuses autres personnes, entendre le langage de la réconciliation, de la reconnaissance de sa responsabilité. Pour Lionel et pour de nombreuses autres personnes, entendre le langage de la reconnaissance de sa responsabilité est ce qui compte le plus lorsqu'on adresse des excuses. C'est ce qui les convainc de la sincérité de l'offenseur. Pour Lionel et pour de nombreuses autres personnes, entendre le langage de la reconnaissance de sa responsabilité est ce qui compte le plus lorsqu'on leur adresse des excuses. C'est ce qui les convainc de la sincérité de l'offenseur. Pour reprendre les mots d'un témoin, dire « je suis désolé » ne suffit pas. Je veux être sûr qu'il comprend ce qu'il a fait était mal. Si vous voulez qu'une personne parlant ce deuxième langage ressente la sincérité de vos excuses, les phrases qui suivent peuvent être utiles. Sous-thème, l'expression de la reconnaissance de sa responsabilité. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Je pourrais essayer de me justifier, mais je n'ai aucune circonstance atténuante. Ce que j'ai fait était dicté par mon seul égoïsme. J'ai commis une grave erreur. Sur le moment, je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce que je faisais, mais rétrospectivement, je me rends compte que c'est bien là le problème. Je regrette de ne pas avoir réfléchi avant d'agir. Ce que j'ai fait était mal. Troisième proposition, je t'ai parlé d'une façon. Troisième proposition, je t'ai parlé d'une façon incorrecte. Mes paroles étaient violentes sans raison. Je me suis exprimée avec colère en essayant de me justifier. Je me suis adressée à toi avec méchanceté et sans amour. J'espère que tu me pardonneras. Dernière proposition, j'ai répété une erreur dont nous avions déjà discuté. J'ai fait un beau gâchis. Je sais que c'est ma faute. Ainsi prend fin la lecture sur le deuxième langage de réconciliation, reconnaître sa responsabilité. C'est avec joie que je vous ai servi. N'hésitez pas à partager cet audio, ce lien
à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à liker, à laisser des commentaires. Moi, je suis ravie de lire avec vous les 5 langages pour s'excuser, les langages de la réconciliation. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons du 3e langage, réparer. Moi, c'est Souveraine. Shalom chez vous.